Nicolas Sarkozy. Pokémon, c'est tellement une grosse licence que quand je parle de Pokémon, on sait pas si je parle d'un dessin animé, d'un manga, d'un jeu de cartes à collectionner ou d'un jeu vidéo. Et en l'occurrence aujourd'hui, on va parler du jeu vidéo en général, puisque vous l'avez au titre, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, chose que vous ne savez pas sur qui nous attend, et vous avez la playlist en haut à droite comme d'habitude. Et donc aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler de Pokémon. Pokémon qui est clairement ma licence RPG top 1 dans ce classement. Alors aussi Pokémon, comme j'ai dit, c'est une grosse licence, donc il y a forcément des anecdotes que vous devez pas connaître, et moi je suis ici pour vous faire découvrir quelques-unes. Et vous avez énormément aimé la vidéo Mario Kart que j'ai sortie où je présentais des anecdotes plus courtes mais plus nombreuses, et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui avec Pokémon. Donc laissez-moi vous présenter aujourd'hui 10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur Pokémon. Les développeurs cachés dans les jeux. Depuis la première génération, les développeurs de Game Freak, ils aiment beaucoup se cacher à chaque fois dans les différentes régions Pokémon, sur des bâtiments bien chiants à trouver, mais vous pourrez les trouver respectivement à la résidence Céladon pour Kanto, et y compris les jeux de la deuxième génération, à Ninu Creek pour la région de Hoenn, sur la rive du lac Courage à l'hôtel Grand Lac de la route 213 à Sinnoh, dans un bâtiment de Volucité pour la région du Nice, dans une auberge de Port-en-Père pour la région de Kalos, dans un bâtiment à Oal pour la région d'Alola, et enfin à l'hôtel Iona à Ludester pour épée et bouclier. Alors, trouver les développeurs du jeu, ça va vous donner différents charmes, comme le charme Oval lorsque vous battez Morimoto de Game Freak. Le réalisateur du jeu vous donnera un charme stabilité pour les chances de capture critique la première fois que vous voyez, et ensuite complétez tout le Pokédex régional pour obtenir un magnifique diplôme de l'SSR, ainsi qu'un magnifique charme Chroma. Voilà, ceci qui va faire passer vos chances de Shiny à une chance sur 1365, uniquement à partir de la 6ème génération. Ce qui reste un taux de chance assez élevé quand même, histoire de faire un petit peu de concurrence à Brawl Stars, tiens. Le Rattatak de Blue est... Jure sur ta grand-mère, il a baisé ma mère là. Dans les jeux de la première génération, on doit affronter notre rival un bon nombre de fois. Et une fois, on l'affronte sur le bateau l'Océane. Il se ramène avec 7 teams, composés de Pokémon qui n'a jamais changé depuis le début de l'aventure une fois qu'il les a capturés, dont un Rattatak. Alors là, me direz-vous, pas de soucis, d'accord? Sauf que lorsque vous l'affrontez la fois suivante, il se ramène avec 7 teams. Toujours les mêmes Pokémon, pas changés, une fois qu'ils ont été capturés, mais où est passé le Rattatak? Alors, là en plus, comme par hasard, le combat a lieu à la tour Pokémon de l'avant-ville, un bâtiment où reposent les Pokémon morts. Alors, est-ce que le Rattatak de Blue est mort? Eh ben, c'est une théorie plutôt intéressante. Pichu et le Pokédex. Alors Pichu, c'est un Pokémon tout petit, tout mignon, mais c'est surtout un bébé Pokémon, donc niveau combat, il est bien à chier, tu vois, pue la merde, voilà. Mais sinon, le Pokédex, en tout cas dans les générations récentes, il nous répète toujours une chose, c'est que Pichu est encore jeune et petit, donc s'il utilise l'électricité, il la maîtrise pas encore bien, et il risque de blesser s'il l'utilise. Sauf qu'en jeu, on a vraiment rien qui nous le prouve vraiment, quoi. Enfin, à part qu'il pue la merde et qu'il fera aucun dégât avec son électricité, il se blesse pas vraiment. Et au final, le seul endroit que je connaisse où ce truc est vraiment mis en pratique, c'est Smash Bros. Puisque Pichu ici, il s'inflige vraiment des dégâts quand il utilise des attaques électriques. Les ailes Togetic. Alors c'est juste une petite anecdote comme ça, mais d'habitude en combat, ou tout du moins dans la 8ème génération, les Pokémon, à part leur cri, ils font aucun bruit en combat, ils se contentent d'attaquer. Mais il y a un Pokémon qui brise un petit peu cette règle, c'est Togetic, puisqu'il fait du bruit avec ses ailes pendant le combat. Alors on sent que tout le budget du jeu est passé juste dans ce sound effect, vraiment, c'est incroyable. La valeur interne personnelle. La valeur interne personnelle, ou VIP, un petit peu comme les notes en dessous disent dans mes moyennes scientifiques, et je dis pas ça parce que j'ai eu de partout, non pas du tout. Bref, on connaît les IV, les EVO, la nature, qui sont parfois des trucs assez cachés, je pense surtout aux IV par exemple, mais la valeur interne personnelle, c'est un truc encore plus caché que ça, et peu de gens connaissent quelque chose à propos de ça, moi-même je suis tombé par hasard en faisant des recherches pour cette vidéo, et pourtant c'est un chiffre qui va définir pas mal de trucs pour votre Pokémon, comme par exemple, est-ce qu'il va manier l'épée Excalibur, ou est-ce qu'il sera aussi profond que le cratère d'un volcan? Moi je suis toujours aussi bon en métaphore, ça c'est sûr, mais bref pas du sexe, c'était pas clair, merci. Alors on va pouvoir aussi avoir la nature du Pokémon grâce à ce chiffre, est-ce qu'il sera shiny ou pas, est-ce qu'un Shiny-Pod va évoluer en Armulis ou en Blindalis, est-ce que Faminol et Dessous Lourdeau pourront avoir une forme rare, quelle lettre possédera un Zarbi, ou encore, quelle tâche aura Spinda, c'est-à-dire où est-ce qu'elles seront placées très précisément, il peut en avoir près de 4 millions. Ouais, ça fait beaucoup de trucs quand même à propos d'une stade dont on connaît pas beaucoup de choses.
Écarlate et violet et moche. Ah oups, désolé, je dois des trucs que vous savez pas sur Pokémon, c'est con ça, my bad. Non, en vrai, il y a quand même un truc dont j'ai envie de vous parler, parce que j'ai bien envie de tacler écarlate et violet quand même. Et un truc dont je me suis rendu compte que j'ai fait les recherches pour cette vidéo, c'est la chambre. Pas mal de trucs à dire, j'aimerais bien faire une petite analyse avec vous, étant donné que c'est pas mal drôle quand même. Donc cette chambre, qui apparemment est incroyable, dont Menzi nous amène non pas par un couloir mais par la téléportation, hein, étrange n'est-il pas. Bref, alors cette chambre, analysons un petit peu ce qu'on a, tiens. On a un lit, ça va, le lit est correct, il a l'air plutôt cool. Un bureau, le bureau ça va, il est assez grand. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une cuisine qui comporte 14 tiroirs, un évier, un micro-ondes pour aucune plaque à induction, pas mal quand même. 3 motifs différents sur le sol, une armoire dans laquelle je peux ranger un t-shirt, 2 caleçons et 2 paires de chaussettes. Et encore, pour les paires de chaussettes, c'est pas sûr. Mais il y a un truc quand même qui me frappe là-dedans quand même, c'est... bah il est où l'accès à l'eau courante? Pour laver, je veux dire. Dans ce cas, part si tu veux que je me lave à l'eau de l'évier, ben... Enfin bon, après moi niveau hygiène je m'en fous parce que je joue à Persona 3 Reload, hein. Et dans Persona 3 Reload, moi Makoto il a un miroir lavabo, hein, pour se laver, une télé dans sa chambre et un placard dans lequel il peut ranger pas mal de fringues. Tu sais les fringues qu'il met quand il a pas son uniforme, hein, parce que ça aussi il faut en parler, tiens. Ouais, est-ce que selon le règlement de l'Académie Raisin, l'uniforme est obligatoire à l'école. Ok, mais bah en dehors de l'école du coup, hein, dans ce que bon, puis de toute façon, même si je suis à la mer ouest de Paldorf, ils vont pas venir vérifier, merde, nique sa mère. Et puis de toute façon, on peut toujours acheter quand même quelques trucs de personnalisation dans une boutique de vêtements, oh désolé, non, dans un menu de vêtements, je pense que le terme est plus approprié. Le taux de capture de Terral. Alors vous avez déjà sûrement rencontré un Terral ou de sa famille d'évolution, ça c'est probable, mais est-ce que vous en avez déjà capturé un? Ça c'est tout de suite un peu moins probable. Et pour une raison simple, c'est que, alors normalement dû à une erreur, mais ça me semble quand même bizarre que ce soit une erreur parce que ça aurait été réglé entre temps de la part de Game Freak, mais Terral et sa famille d'évolution ont un magnifique taux de capture de 3. Combien? Waouh, il a créé tellement fort qu'il a coupé la musique de fond carrément ce malade. Attendez 2 secondes, laisse-moi juste régler ça 2 secondes. Voilà, on est bon. Nickel. Alors, pour en revenir à Terral, eh ben préparez les Pokéballs parce qu'il a un taux de capture de légendaire en fait. Les pires méthodes d'évolution. Combien de fois ça nous est arrivé dans une nouvelle aventure sur un nouveau jeu Pokémon d'avoir un Pokémon A et de se dire que son évolution en B serait incroyable pour notre aventure, puis on va vérifier sur Poképédia, on se rend compte qu'à évoluer en B par échange. Horrible, insupportable, merde. Mais bref, c'est les échanges. On sait qu'il faut juste faire un échange. Parce qu'il y a des Pokémon qui ont une méthode bien à chier pour trouver, déjà, et pour le faire. Je pense par exemple à 2 exemples en 8G, c'est-à-dire Crémy d'abord. Par exemple, Crémy va évoluer en Charmy en tenant un objet en sucre. Puis ensuite, il faudra littéralement touiller le Crémy en faisant des tours sur lui-même, il n'y a aucune vanne, et en sachant que le Crémy va évoluer en Charmy d'une différente couleur, en sachant si c'est la nuit, si le joueur a tourné dans quel sens, et est-ce qu'il a tourné longtemps ou pas. Il y a d'autres Pokémon ici qui ont un exemple cancer du cul à faire, hein. Par exemple, je pense par exemple à un numéro avant de Crémy, c'est-à-dire tout est écrit, car oui, tout à fait de Galar est connu pour avoir une méthode d'évolution bien chiante. Vous allez d'abord devoir faire un truc très chiant que vous avez trouvé par internet, hein, c'est-à-dire lui mettre 49 PV de dégâts ou plus sans tomber KO. Et une fois que c'est fait, gardez dans votre équipe et passez sous l'Arche de Pierre dans la fosse des sables, dans la partie nord des terres sauvages. Voilà, une méthode bien chiante, mais encore, il y a pire, parce que là au moins c'est un petit peu marrant qu'il y a un truc différent, mais il y a pire que les échanges de tout à l'heure, c'est-à-dire les Pokémon qui évoluent pour le bonheur. Et oui, vous croyez vraiment sérieusement que votre évolué elle évolue en Octali avec une pierre nuit? Et non, faites-lui plutôt gagner du bonheur de nuit avec aucune capacité fait dans son moveset, et vous allez devoir faire des trucs similaires pour Mentali et Nymphali. N'est-ce pas génial de la part de Game Freak ça? D'où s'inspirent les régions Pokémon? Les régions Pokémon, j'espère quand même que vous le savez, qu'elles s'inspirent de lieux du vrai monde réel, c'est un peu con ce que j'ai dit, mais peut-être que vous savez pas de où elles viennent exactement, donc laisse-moi un petit peu vous aiguiller, comme ça maintenant vous saurez. Alors pour commencer, la région de Kanto s'inspire dans la région du même nom au Japon. La région de Johto s'inspire à peu près de la même région, même si j'ai rien trouvé d'officiel pour elle. Ensuite, la région d'Oen s'inspire de l'île de Kyushu, au sud du Japon, tandis que la région de Sinnoh s'inspire de l'île d'Hokkaido au nord du Japon. Ensuite, après la 4ème génération, on quitte un peu le Japon pour aller voir dans d'autres pays, comme par exemple aux États-Unis, à New York, pour la région du Nice. Ensuite, Kalos s'inspire de la France. Et message aux sudistes, désolé, mais à Kalos ça descend pas en dessous de Lyon. Ensuite, la région d'Alola est totalement inspirée d'Hawaï, et la région de Galar est inspirée de l'Angleterre. Et pour finir, la région de Paldea, la dernière, est inspirée de la péninsule ibérique, qui comporte l'Espagne et le Portugal. Les pires sprites de la 1G. Alors pour finir cette vidéo, c'est pas forcément une anecdote que je vais raconter, mais plutôt un petit truc drôle. C'est qu'en première génération, bah forcément il n'y avait pas forcément très gros de potentiel que c'était sur Game Boy Color, donc niveau graphisme, voilà. Mais du coup, les sprites des Pokémon étaient parfois vraiment horribles, et voici quelques-uns que j'ai trouvé qui sont vraiment horribles. Déjà le Lipoutou. Alors c'est pas raciste, hein, mais juste c'est vraiment trop bizarre de le voir en noir. Parce que je sais que forcément il n'y avait pas trop de potentiel pour les couleurs, mais le voir en noir au lieu de violet c'est bizarre.
Ensuite, il y en a un autre, il y a Monsieur Mime. Juste, il est goofy là, avec son sourire et son gros ventre. Mais le pire des sprites horribles de la 1G, attention image traumatique dans 3 secondes, Nosferalto. Qu'est-ce que c'est que cette horreur, ce truc des enfers? En fait, quand tu fais dépasser tes pieds de la couette la nuit, c'est lui qui vient te lécher les pieds, frère, c'est lui le monstre. Non mais c'est une dinguerie, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Non, en vrai quand même, ils sont horribles ce genre de sprites, mais qu'est-ce qu'ils sont marrants. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère beaucoup que vous l'aurez aimé parce que moi, vraiment, je l'ai beaucoup kiffé à faire parce que Pokémon, comme je l'ai dit, c'est vraiment une de mes licences préférées. Donc moi, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me soutiendrait énormément. N'hésitez pas à mettre un like comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je poste des magnifiques photos de moi là-bas. Donc c'est dans la description si vous voulez me suivre sur Insta comme d'habitude. Et moi, je vous dis à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Salut!